Bezos, CEO entrepreneur, born in 1964, Jeffrey Bezos. Come on, Jeffrey, you can do it. Pave the way, put your back into it. Tell us why, show us how. Look at where you came from, look at you now. Zuckerberg and Gates and Buffett, amateurs can fucking suck it. Fuck their wives, drink their blood. Come on, Jeff, get 'em! Et bonjour ou bonsoir à toutes et à tous, ici Tonio pour Road to Wall Street, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Cette chaîne est dédiée à 100% au trading et à l'investissement. Aujourd'hui, je vais essayer de vous expliquer comment se crée un prix de marché, car c'est une notion essentielle et que j'ai l'impression que la plupart d'entre vous ne comprennent pas. Alors, je ne dis pas ça méchamment, c'est juste à force de regarder les gens parler de prix, etc., je me suis rendu compte que il y a plein de gens qui ne savent juste pas en France comment est-ce qu'on crée un prix. Aux États-Unis, ils savent tous comment on crée un prix, mais ils sont incapables de placer l'Espagne sur une carte. Nous, en France, on est tous capables d'avoir des mini-bases en géographie, mais il n'y a pas un mec qui sait comment on crée un prix. Donc je vais vous expliquer comment on crée un prix, parce que je sens que le peuple de France, la jeunesse de France, en a besoin. Je vous ai compris. Bref, si ce genre de sujet vous intéresse, pensez à vous abonner. Je vous perds pas plus de temps. Et puis, on est parti. Aux yeux ébahis, mesdames et messieurs, à gauche, un carnet d'ordre et à droite, un espèce de carnet d'ordre également que j'ai reconstitué moi-même pour pouvoir faire des exemples avec vous. Donc avant de vous expliquer comment est-ce qu'on crée un prix, je vais vous expliquer tous les éléments du carnet d'ordre parce qu'il y en a peut-être certains parmi vous qui ne savent pas ce qu'ils voient ou qui pensent savoir et n'ont pas tous les termes, etc. Enfin bref. Donc, premièrement, ce que vous voyez ici, là, tac, tout ça, c'est quoi? Quand on voit là 3872, 3871,75, 3871,50, tout ça, c'est ce qu'on appelle des lignes de prix. D'accord? Chaque ligne de prix, on appelle ça un tick. Et une ligne de prix, c'est défini par quoi? C'est défini par le pas de cotation. Et ici, vous voyez que le pas de cotation, c'est 0,25. Donc, qu'est-ce que ça veut dire un pas de cotation? Pas de cotation, c'est la plus petite unité de laquelle un prix peut bouger. D'accord? Donc ici, le prix bouge de, comme vous pouvez le constater, 0,25 en 0,25. On est sur le contrat à terme, l'indice des contrats à terme futurs du S&P 500. D'accord? Donc sur le S&P 500, le prix bouge de 0,25 en 0,25. Et si vous avez des contrats CFD qui bougent autrement que de 0,25 en 0,25, c'est que vous êtes probablement en train de vous faire douiller. Donc le pas de cotation, c'est 0,25 sur le S&P et sur par exemple le Bitcoin, parce que je sais que beaucoup d'entre vous tradent plutôt Bitcoin, bah, ça va être 1 centime, d'accord? La plus petite unité de laquelle le prix peut bouger sur Bitcoin, c'est 1 centime. D'accord? Ici, c'est 0,25. Donc, un pas de cotation égale la plus petite unité de laquelle on peut bouger. De pas de cotation en pas de cotation, on va de ligne de prix en ligne de prix. Chacune de ces lignes de prix, mesdames et messieurs, il va y avoir des liquidités sur chacune de ces lignes de prix. Donc, qu'est-ce que c'est les liquidités? C'est des gens qui attendent d'être servis à un certain prix. Donc, je vais vous expliquer par la démonstration sur cette ligne de prix. Donc ici, 3866, le prix 3866. Qu'est-ce qu'on peut dire ici? On peut dire que ici, il y a un mec, ou plusieurs mecs, hein, on ne sait pas si c'est un gars ou plusieurs gars, qui ont 7 contrats ici. Donc qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que ils attendent que le prix arrive à 3866 pour acheter 7 contrats. D'accord? Donc ici, on a 7 contrats qui attendent de se faire exécuter au 3866. Donc, qu'est-ce que font ces gens? Ils fournissent la liquidité au marché. D'accord? Donc, ce sont les ordres limites. D'accord? Les ordres que vous voyez ici, c'est ce qu'on appelle les ordres limites qui remplissent les liquidités. Donc, les liquidités, c'est quoi? Comme je viens de vous expliquer, ça veut juste dire que à telle ligne de prix, nous, on aimerait bien avoir une transaction. D'accord? Donc, ça veut dire, par exemple, ici, pour les 10 qui sont ici, ça veut dire que à cette ligne, il y a 10 contrats qui sont à vendre à ce prix. D'accord? C'est tout ce que ça veut dire. Ça ne veut rien dire de plus. Et ici, à ce prix, il y a 10 contrats qui sont à acheter à ce prix. Ok? Donc eux,
c'est des gens passifs qui mettent des ordres en attente qui vont se faire exécuter par la suite. D'accord? Donc ici, vous avez la liquidité des acheteurs et ici, vous avez la liquidité des vendeurs. Cette liquidité représente les ordres limites des acheteurs et des vendeurs. Ici, vous avez le meilleur prix acheteur. Ici, vous avez le meilleur prix vendeur. Parce qu'on dit toujours qu'il y a un prix, mais c'est faux. Il n'y a pas un prix, il y a toujours deux prix. Il y a le meilleur prix des acheteurs et le meilleur prix des vendeurs. D'accord? Donc l'écart entre le meilleur prix des acheteurs et le meilleur prix des vendeurs, ici vous voyez, là il n'y a personne, 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 là il n'y a personne. Pourquoi il n'y a personne? Bah, ça veut dire qu'il n'y a personne qui était intéressé pour se mettre dans les liquidités ici ou se mettre dans les liquidités ici. D'accord? Donc l'écart de prix entre le meilleur prix acheteur et le meilleur prix vendeur, c'est ce qu'on appelle le spread. Ok? Spread. Donc ici, on a trois ticks de spread. D'accord? Le spread, c'est là pour quantifier le désaccord entre les acheteurs et les vendeurs. Quantifier le désaccord de prix entre les acheteurs et les vendeurs. D'accord? Donc, si ici, on avait un gars qui était là avec un contrat, bah, il y aurait une transaction. D'accord? À partir du moment où il y a un acheteur et un vendeur qui sont d'accord sur le même prix, c'est une transaction. D'accord? Et en fait, si vous voulez mettre un ordre limite ici, c'est comme prendre un ordre market. Et maintenant, je vais vous expliquer les deux types d'ordres. Je viens de voir, les amis, que j'ai oublié de vous expliquer le petit volume profile là sur la gauche. Donc, je vais vous expliquer ça vite fait. Ça, c'est très simple. C'est juste en fait, tu prends une heure de référence pour la période de début, d'accord? Ici, en l'occurrence, vendredi 22h15 ou 22h, je sais plus. Et là, c'est jusqu'à la fermeture des marchés, d'accord? Donc ça ferme à partir du moment où on est samedi, c'est fermé, ok? Mais ça ferme pas tout de suite après la fermeture officielle, d'accord? Il y a un mini Globex jusqu'à ce que le week-end commence vraiment. Et donc ça, voilà, ça c'est vraiment la toute fin de session après la session cash. Peut-être pour certains, je parle chinois là, mais en gros, en gros, tu définis une heure et tu dis à partir de cette heure-là, je veux voir comment se répartit le volume par ligne de prix, d'accord? Donc chaque transaction, elle va être classée comme ça, d'accord? Selon si elle a été traitée agressivement au bid ou agressivement à l'ask, ce que je vais vous expliquer tout de suite. Et voilà, du coup, ça vous les classe comme ça et ça vous permet de voir où est le volume par prix, d'accord? Parce que souvent, vous regardez le volume comme ça, vous voyez, avec des bougies verticales. L'horizontalité du volume est, à mon sens, plus intéressante. Enfin, plus intéressante, je sais pas, mais très intéressante également. Voilà. Donc, ça, c'était juste pour votre culture personnelle, ça servira pas pour l'exemple, mais comme c'est sur le graphique, je vous l'explique. Donc, deux types d'ordres. On en était là, je voulais vous expliquer les deux types d'ordres. Donc je vous ai expliqué les ordres limites. Donc les ordres limites, on a dit, c'est ceux qui se mettent dans le carnet. Donc ici, voilà par exemple là, ordre limite, ordre limite, ordre limite, ordre limite. On va juste en mettre quelques-uns pour pouvoir faire des exemples ensemble par la suite. Et comme ça, vraiment vous visualisez bien quoi. Tout ça, c'est les ordres limites, c'est des ordres qui sont en attente d'exécution. Comment vont-ils être exécutés, ces ordres limites? Eh bien, il va falloir la deuxième famille d'ordres qui sont les ordres market, donc les ordres au marché. Qu'est-ce que c'est un ordre market? Un ordre market, ça veut dire, par exemple, je veux 3 contrats, je veux vendre 3 contrats, ok? Là, je veux vendre 3 contrats tout de suite. J'ai pas le temps d'attendre et de me mettre dans les liquidités. Je veux tout de suite vendre à découvert 3 contrats. D'accord? Donc qu'est-ce que je vais faire? Je vais prendre le best ask. Ok? Je prends le best ask, je prends ces 3 contrats. Ils viennent là, dans ma poche. Et du coup ici il y a 0. D'accord? Donc comment est-ce qu'on exécute les liquidités qui sont disponibles sur un marché? Eh bien avec des ordres au market.
C'est pour ça qu'on dit vulgairement que c'est les ordres market qui font bouger le prix, d'accord? Mais tu comprends bien que l'ordre market, il sert juste à détruire celui qui est là, d'accord? L'ordre market, juste, il tue. Il tue, en fait. L'ordre market, il tue les ordres limites, d'accord? Mais c'est bien les ordres limites qui font réellement bouger le prix, d'accord? Parce que tu peux exécuter lui, exécuter lui, exécuter lui. C'est pas pour autant que le best bid, il a changé, d'accord? Le best bid, c'est pas parce que tu exécutes l'ask que le best bid change forcément, d'accord? Il faut que les liquidités suivent. C'est toujours une danse entre les ordres limites et les ordres market qui créent le prix, d'accord? Et maintenant, je voudrais vous montrer, par exemple, des petits exemples où des ordres, où par exemple un marché pourrait monter sans transaction, d'accord? Parce qu'on dit souvent, oui, si un prix bouge, c'est parce qu'il y a plus d'acheteurs que de vendeurs, ou je sais quoi, ou c'est parce que il y a eu des transactions, machin. Un prix peut bouger sans transaction, et je vais vous montrer ça tout de suite. Admettons que ici, ça c'est le marché à l'heure actuelle, d'accord? Ici, il y a un mec qui va mettre 15 contrats, ici, il y a un mec qui va en mettre 30, ici, il y a un mec qui va en mettre carrément 500, ok? 500 contrats. Toi, tu as tes 3 contrats ici. Tu te dis, attends, mais là, il y a un furieux qui est en face, je les enlève. Hop, t'enlèves tes contrats. Il n'y a personne qui les a market. Personne n'a exécuté un seul ordre pour l'instant, ok? Lui, il voit que tu t'enlèves, il panique aussi, il s'enlève. Lui, il s'enlève aussi, il a peur. Lui, pareil, il panique, il a peur. Et là, il reste un dernier vaillant qui a encore 10 contrats. Lui, il est agressif, donc il remonte ses contrats. Il arrive jusqu'ici. Au final, la seule chose qui s'est passée, c'est qu'il y a eu des ordres limites qui se sont annulés parce que les gens ont eu peur, et qu'il y a eu d'autres ordres limites au bid qui sont allés combler le spread. D'accord? Donc au final, les deux prix ont changé, le prix acheteur a changé, le prix vendeur a changé. Il n'y a pas eu un ordre au market, il n'y a pas eu une transaction. Ok? Alors c'est un cas extrêmement particulier là, mais c'est pour vous montrer que les ordres au market ne sont pas forcément nécessaires pour faire bouger un prix. D'accord? Et donc, ce que vous voyez, on va y revenir vite fait, ce que vous voyez ici, eh bien, les couleurs, c'est relatif à qui market. D'accord? Parce que celui qui market, c'est celui qui est agressif. D'accord? Donc, qui exécute agressivement des ordres limites? Qui a la volonté de faire bouger le marché? D'accord? Parce que les gens qui ont des ordres, qui passent des ordres market, c'est pour faire bouger le marché en général. Les ordres limites, c'est juste des gens qui estiment qu'il y a des prix qui leur plaisent et qui veulent transacter à ces prix-là. D'accord? Les ordres market, c'est les ordres agressifs. Et du coup, ici, ça me permet de quantifier non pas s'il y a plus d'acheteurs ou de vendeurs, parce que ça je vais aussi vous l'expliquer, il ne peut pas y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs, mais de savoir si les contrats sont traités agressivement par des acheteurs ou agressivement par des vendeurs. D'accord? Et donc ça, c'est une donnée qui est intéressante. Donc maintenant, je vais vous expliquer. Donc maintenant, je voulais vous expliquer qu'il ne peut pas y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. Donc pourquoi est-ce qu'il ne peut pas y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs? Bah, c'est très simple. Parce que pour qu'il y ait une transaction, eh bien, il faut tout simplement qu'il y ait une contrepartie. S'il n'y a pas de contrepartie, eh bien, tout simplement, il n'y a pas de transaction. Ok? Oh là là, qu'est-ce que c'est laid. J'ai vraiment mal écrit, excusez-moi. Donc, s'il n'y a pas de contrepartie, il n'y a pas de transaction. Donc, c'est très simple. On va juste remettre vite fait deux, trois trucs là-dedans. 1, 3, 5, 2, 3, 4. Ok. Bon, si je veux maintenant
les trois contrats qui sont ici, et bien si là, il n'y a pas trois contrats, mais qu'il n'y a personne, il y a zéro, bah, je ne peux pas transacter à ce prix-là. D'accord? Il me faut une contrepartie. C'est évident. D'accord? Donc, il ne peut pas y avoir plus d'acheteurs que de vendeurs. C'est toujours neutre. D'accord? Par contre, ce que vous pouvez quantifier, c'est qui est-ce qui a la volonté d'acheter ou de vendre. D'accord? Vous pouvez avoir une idée de la volonté des gens. Parce que la volonté des gens, c'est ce qu'ils veulent faire tout de suite. Et ce qu'ils veulent faire tout de suite, c'est leurs ordres market. D'accord? Donc ce que vous pouvez quantifier, c'est la volonté acheteuse ou la volonté vendeuse. D'accord? Et après, vous mettez ça en lien avec les ordres limites, donc avec les liquidités. Vous comparez les liquidités disponibles à la pression que le market, à la pression des ordres market. Et grâce à ça, vous pouvez éventuellement en tirer des informations et trader en conséquence. D'accord? Après, moi je déconseille vraiment d'avoir juste une analyse de la liquidité et pas d'analyse complémentaire. Ça serait absolument irresponsable, je pense. Mais peut-être qu'il y a des gens qui savent faire très très bien, je ne sais pas. Moi je ne sais pas faire en tout cas. Moi, il me faudrait d'autres supports que ça. Mais c'est quand même des choses qui sont intéressantes et qui permettent eh bien, d'en tirer des conclusions, d'accord? Donc on regarde les ordres au marché qui sont la pression, qui sont tout simplement les attaques, qui sont les ordres agressifs, et on regarde les ordres limites, qui sont les défenses tout simplement les défenses face aux attaques des ordres market, d'accord? Mais ce qu'il faut savoir, c'est que il peut pas y avoir un ordre qui est effectué s'il n'y a pas de contrepartie. Donc il y a forcément une contrepartie, et c'est ce manque de contrepartie dans les ordres limites face à une pression du marché qui va faire une forte baisse ou qui va faire une forte hausse, d'accord? On pourrait par exemple aussi prendre un exemple où on a quelqu'un qui est prêt à vendre ici, à ce prix-là, je vais mettre le signe infini. D'accord? Ça ne sera pas infini, mais admettons que le mec ici, il est prêt à vendre 100K contrat, bah, je vous assure que ça va galérer à aller le chercher. Voilà, vraiment, ça va être difficile. Donc, s'il y a un gars qui est prêt à vendre infini ici, tu peux avoir autant de volonté acheteuse que tu veux, ça passera pas. D'accord? Donc il faut toujours voir les ordres limites relatifs aux ordres au marché et regarder la liquidité disponible face à la pression du marché. D'accord? Voilà. Et c'est ça qui fait bouger un prix. Maintenant, il y en a peut-être certains d'entre vous qui se disent: ah bah super, c'est génial, maintenant que je sais ça, je vais aller ouvrir un carnet d'ordre sur Binance et je vais devenir richissime parce que je vais pouvoir comparer la pression relative aux liquidités et je vais pouvoir trader en conséquence et devenir riche en utilisant les superbes techniques que je viens de vous apprendre. Alors, euh, désolé de vous décevoir, mes chers amis, mais tout ceci n'est valable ici uniquement que et parce que je vois ici 100% des ordres qui peuvent être passés sur mon marché. D'accord? Alors certains vont me dire: bah non, moi je trade pas les contrats futurs, pourtant je trade quand même le S&P. C'est faux. Tu ne trades pas le S&P, tu trades une pâle copie de ce contrat futur. La seule chose qui peut faire bouger le prix de ce contrat futur, c'est ce que vous voyez ici. D'accord? La mécanique de prix qui est à l'œuvre ici, c'est la mécanique de prix qui régit complètement le prix de ce contrat futur. 100% des ordres qui sont présents sur ce marché sont, attention le gros mot pour nos amis de la crypto, ils sont tous, ah quelle horreur, ils sont tous, ah centralisés, ah burk. Eh bien c'est ça qui me garantit de pouvoir avoir une analyse qui est pertinente justement. C'est cette centralisation. Alors, moi, je suis
également un grand adepte de la décentralisation, par exemple de la création monétaire, etc., pour pouvoir empêcher nos banques centrales de faire n'importe quoi. Mais le fait de centraliser le prix, les amis, le fait de centraliser le prix en chambre de compensation pour avoir 100% des ordres qui sont passés sur ce marché, une transparence sur 100% des ordres. La seule chose qui change entre ce que moi je vois et ce que les plus gros traders de la planète voient, c'est la vitesse à laquelle ils vont le voir. C'est tout. Mais à part ça, on voit tous la même chose, d'accord? Et ça, c'est grâce à quoi? Grâce au miracle de la centralisation. Parce que si je suis sur Binance, que je trade, je sais pas moi, le contrat BTC, USDT, contrat perpétuel futur, qu'est-ce que j'en sais s'il y a un gars qui est en train de vendre sur Uniswap? Qu'est-ce que j'en sais s'il y a un gars qui est en train d'acheter sur FTX? Comment je sais ça, moi? D'accord? Alors vous allez me dire, oui, il y a maintenant des trucs qui te permettent d'avoir des carnets d'ordre, de voir les gros ordres qui sont passés partout sur toutes les plateformes. Pour moi, ça reste compliqué et surtout, c'est pas parce que tu vois les gros ordres que tu connais les liquidités. D'accord? Surtout que maintenant, en plus, sur la crypto, vous avez beaucoup de choses qui se passent en automated market maker, ce qui est automated market maker. Moi, je suis pas fan de ça, hein. Ça veut dire que tout ça, vous le voyez pas, et c'est un algorithme qui s'en occupe en te disant t'inquiète, je gère. Bah t'inquiète pas que l'algorithme il est fait pour que il y ait quelqu'un qui gagne de l'oseille et ce quelqu'un c'est pas toi. Voilà, c'est pas compliqué à comprendre quoi. Quand tu payes un slippage, sa grand-mère de slippage, quand tu achètes ton shitcoin sur la BSC, bah pourquoi? Parce qu'il y a quelqu'un qui se régale, tu vois. Il y a quelqu'un qui se régale là-dedans, tu vois, le slippage. Il y a bien un connard qui le paye, le spread imaginaire de l'automated market maker. Il y a bien quelqu'un qui le reçoit dans sa putain de poche, tu vois. Enfin bref. Moi, c'est des trucs que j'aime pas trop. Donc, la centralisation, pour certaines choses, c'est de la merde. Pour certaines choses, c'est bien. Et pour moi, un des grands problèmes du Bitcoin, c'est le fait que son prix n'est pas centralisé et que c'est le bordel dans la création du prix de Bitcoin. Voilà. Mais la centralisation d'un prix, ça me permet d'être sûr que ce que je vois, c'est ce que mon marché est. Voilà. Donc ça, c'est quand même bien sympa. Ça permet d'avoir des analyses qui sont bien plus pertinentes et bien plus poussées. Alors si vous tradez par exemple le S&P 500 via CFD, c'est la même chose. Dans votre carnet d'ordre, il n'y a personne. Votre contrepartie, c'est très probablement, dans l'immense majorité des cas, votre broker. Et vous ne tradez pas le vrai prix. D'accord? Donc à la limite, si vous tradez sur CFD et que vous voulez faire et que vous voulez avoir accès réellement à ce qui crée votre prix, bah, il faut que vous ayez le datafeed futur, etc. pour pouvoir. Bon, là, on est peut-être un peu technique là, hein. On est peut-être un peu technique. Mais bref, la centralisation, c'est l'assurance de la transparence, en tout cas dans le point de vue du trading, quoi. Alors que au niveau des crypto-monnaies, bon, il y a une la décentralisation et la blockchain, ça permet une transparence qui est incroyable sur les transactions on-chain, mais sur les exchanges, c'est n'importe quoi. Voilà, il faut dire au bout d'un moment la vérité. Sur les exchanges, c'est un zoo sans nom où il y a des gens qui se prennent des très très belles comme. Voilà. Donc voilà un petit peu ce que je voulais vous dire. Et j'espère que je vous ai expliqué quelques trucs, que ça vous a un peu servi. Et n'hésitez pas à mettre un commentaire si vous avez des questions ou si ça vous a plu, etc. Ça me fait toujours plaisir d'avoir des commentaires. Donc voilà, à bientôt, portez-vous bien. Je vous souhaite le meilleur et de la chance dans votre trading, car peu importe ce que vous allez entendre à gauche ou à droite, la chance est nécessaire
La chance fait partie du job. Voilà. Un trader qui est extrêmement malchanceux, ça peut être le meilleur analyste de la planète, il peut être bac plus 7 en statistiques, probabilité, codage, il peut avoir étudié les marchés pendant 150 années, il peut quand même encore un jour avoir radicalement tort. Ce n'est pas exclu parce que c'est également un petit peu de la chance. Voilà. Par exemple, si tu étais en train de parier sur, je sais pas moi, la baisse du gaz depuis 2010, bon, comment est-ce que tu pouvais prévoir que ça allait faire fois, je sais pas combien, fois 10 ou je sais pas quoi? Comment pouvais-tu le prévoir? Comment tu avais un modèle mathématique qui allait le prévoir? Tu pouvais pas. Donc voilà, c'est une partie de la chance et il faut l'accepter, c'est comme ça. Mais la chance, ça peut se maîtriser à force d'analyse et de maîtrise du risque. Surtout la maîtrise du risque, c'est comme ça qu'on maîtrise la chance. Allez, à bientôt. Ciao.